Bonjour, cette vidéo est une captation d'une conférence que j'ai pu réaliser à Reims le 11 mars dans le cadre du colloque Services pharmaceutiques et parcours de soins, études juridiques d'une mutation territorialisée, organisé par le professeur Olivier Debarge. Et je me propose de vous refaire cette conférence en vidéo qui traitait du maillage territorial des pharmacies. Alors, tout d'abord, quelques éléments de contexte. Notamment, donc, ce graphique qui est produit par les données démographiques du Conseil national de l'ordre des pharmaciens présente une tendance baissière du nombre d'officines, ici entre 2009 et 2019, où effectivement, en moyenne, le nombre d'officines a été réduit de 7%, avec des disparités entre les départements, comme le souligne le rapport du Conseil de l'ordre des pharmaciens. Et effectivement, on voit bien que selon les départements, il y a des impacts plus ou moins importants. En zone claire, ce sont les départements qui sont les plus touchés et on voit bien qu'effectivement, il s'agit principalement de départements qui sont moins denses démographiquement, plus ruraux. Et donc, on pourrait penser que dès là où il y a déjà des déserts médicaux, vient se rajouter une désertification du nombre de pharmacies. Alors, face à cette tendance, on peut y confronter une autre tendance réglementaire, celle-ci, où voici une frise temporelle qui vous montre toutes les évolutions réglementaires et législatives en matière d'encadrement de l'implantation des pharmacies d'officine sur le territoire. Donc, dès 1941, il a eu une volonté de mailler le territoire, de limiter l'implantation territoriale en utilisant un critère qui est le nombre d'habitants. Alors, il faut savoir que la moitié des pays européens, à peu près, ont une réglementation du maillage pharmaceutique, l'autre moitié ne l'ont pas. Et pour ceux qui ont choisi de réglementer le maillage, la plupart utilisent soit un critère de distance entre des pharmacies existantes, soit y ajoutent également un nombre d'habitants. Il n'y a que deux pays européens qui se focalisent uniquement sur le nombre d'habitants. Il s'agit de la France et de la Roumanie. Donc ce choix a très vite connu quelques exceptions, notamment par la création de ce qu'on a appelé la voie dérogatoire, qui a permis à des officines de se créer en prenant en compte des populations d'habitants de communes qui étaient limitrophes. Ce qui a entraîné, au fur et à mesure des années, une augmentation du nombre d'officines dans des communes, mais comme on pouvait prendre la population attenante de la commune qui est située juste à côté de la commune existante d'implantation, cela a contribué finalement à considérer plutôt le bassin, la communauté de communes, pour prendre des termes actuels, plutôt que la commune elle-même. Toujours est-il que bon, pendant de nombreuses années, cette question n'a pas suscité de particulière attention de la part de législateurs, jusqu'en 1999, où une première intervention a entraîné quelques réformes, notamment déjà la première qui a fait grand bruit, c'est la suppression de cette voie dérogatoire. Donc la volonté politique étant d'afficher et affichée étant évidemment de limiter le nombre de créations de pharmacies. Et nous verrons que depuis 1999, toutes les interventions du législateur n'ont eu de cesse que de limiter cette création. Et donc, également en 1999, une première modification au niveau des seuils de communes où effectivement on a commencé à resserrer les conditions de création en augmentant les seuils de population d'habitants. Et là aussi, ces seuils n'ont eu de cesse d'augmenter depuis 1999, toujours pour limiter la création de pharmacies. Alors, différentes interventions du législateur en 2007, en 2011, puis en 2018, l'ordonnance qu'on peut qualifier d'ordonnance entre guillemets réseau, qui a pu effectivement venir apporter des éléments supplémentaires et a eu comme objectif de vouloir réformer les règles entourant le maillage. Et l'objet de cette conférence est d'évaluer, après 4 ans d'activité, l'impact de cette réforme au travers des jurisprudences
pour le moment disponibles en matière d'autorisation, de transfert et de regroupement. Alors, juste un petit élément de réflexion, toujours en se calant sur les données démographiques proposées par le Conseil de l'ordre des pharmaciens. Ce schéma présente les communes qui respectent le quota démographique et les communes qui se situent au-dessus du quota démographique. Alors, il semblerait que finalement, les communes en surdensité ne soient pas non plus majoritaires. Alors, toujours est-il que je me suis livré un petit calcul en France. En 2019, la France connaissait 34 990 communes, dont uniquement 4 412 avaient plus de 2 500 habitants. Cela signifie que uniquement si on s'en tient aux critères actuels d'implantation, on ne peut créer de pharmacie d'officine que dans des communes qui ont plus de 2 500 habitants. Donc, on pourrait penser qu'il n'y a que 4 412 communes qui ne peuvent connaître de pharmacie. Donc, si on appliquait strictement les conditions actuelles de création de pharmacie, avec les seuils de 2 500 pour la première pharmacie et ensuite 4 500 habitants par seuil supplémentaire, il y aurait en France la possibilité d'avoir que 11 297 pharmacies sur les plus de 20 000 qui existent pour le moment. Alors, est-ce à supposer que l'on veut tendre vers ce chiffre-là? Juste pour comparer, l'effet de seuil, le fait d'avoir resserré le seuil de basculer de 3 500 à 4 500 a entraîné de facto forcément un nombre potentiel de pharmacies moins élevé. Donc, on voit bien que resserrant les seuils, on a envie de vouloir favoriser, défavoriser la création de pharmacies. Alors, je reste quand même un petit peu dubitatif sur ces chiffres-là, puisque je me suis livré à une analyse plus précise sur un département, deux départements en fait, de la Corse. Pourquoi? Parce que je voyais que quelques points rouges en surdensité. Je me suis dit, mais comment ont-ils fait leurs calculs? Donc, en regardant un petit peu, il y a 360 communes, dont 25 seulement ont plus de 2500 habitants. Cela signifierait que normalement, il devrait y avoir 25 communes dotées de pharmacie. Pour ma part, si une commune a moins de 2500 habitants et qu'il y a une pharmacie dans cette commune, on est en situation de surdensité officinale, puisqu'on ne pourrait pas avoir de pharmacie en deçà de 2500 habitants. Sachant que finalement, il y a 58 communes qui sont dotées de pharmacie. Et le CNOP, le rapport de 2021, montre qu'il y a effectivement 134 pharmacies qui sont implantées, alors qu'il devrait y en avoir 54. Ce qui montre que finalement, ces données graphiques peuvent être discutées. Alors, comme je vous le disais, la réforme de 2018, au travers de l'ordonnance du 3 janvier 2018 et des deux décrets d'application du 30 juillet 2018, a entendu revoir les conditions d'implantation, de transfert, de création et de regroupement et de cession des pharmacies d'officine, tout ce qu'on appelle finalement, pour réunir sous l'expression restructuration du maillage. Et la volonté de cette réforme était de pouvoir moderniser, sécuriser les acteurs, inciter aussi à la restructuration. Et on peut se poser la question effectivement de savoir, est-ce que la favorisation de la restructuration de mariage a été opérante? Donc, comment ont-ils voulu favoriser cette restructuration? Tout d'abord en facilitant les transferts et les regroupements, et en rajoutant, enfin, en accroissant, si possible, la sécurité juridique des acteurs, mais aussi, deuxième axe, de viser l'optimisation, c'est-à-dire permettre d'avoir des éléments objectifs qui permettent de servir l'intérêt de santé publique, parce que l'objectif, évidemment, d'une implantation territoriale est derrière le service aux résidents, aux habitants, et d'optimiser le maillage. Donc, par cette optimisation, souci d'optimisation, la notion de quartier a été introduite, ou en tout cas consacrée, avec des éléments qui permettent d'établir ou d'aider en tout cas à établir les périmètres de ces quartiers, et également la notion de territoire sous-doté, laquelle, nous verrons, pour le moment, manque d'effectivité. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quel bilan après 4 années?
Alors, ce bilan peut être dressé grâce à des éléments dont on a à disposition, à savoir tout simplement la jurisprudence, les décisions qui sont rendues en matière d'application de cette réforme, notamment au travers des agences régionales de santé. Et là, pour l'exercice, je me suis livré à une analyse des décisions qui ont été rendues par l'ARS des Hauts-de-France entre août 2018 et mars 2021. Pourquoi août 2018? Parce que sous l'empire des nouveaux textes. Hein. Et donc, dans cette période-là, 65 autorisations de transfert ont été rendues par l'ARS et 6 refus. Sachant que dans ces 6 refus, 2 ont été annulés par le ministère et donc, du coup, ont conduit à une autorisation du transfert. Par ailleurs, 4 regroupements ont été soumis à la prestation de l'Agence régionale de santé et ont été autorisés. Et en parallèle, et c'est un élément d'information important sur lequel je reviendrai, il y a eu 42 restitutions de licences, donc 42 disparitions. Moi, je parle même d'extinction de licences. Par ailleurs, la jurisprudence du ministère, comme je vous l'indiquais, il y a effectivement le ministère, par la voie du recours hiérarchique, qui peut effectivement venir réformer les avis rendus par l'Agence régionale de santé. Et le ministère est intervenu à 6 reprises, dont 5 concernant les opérations de transfert, une concernant des regroupements. Et sur ces 5 concernant les opérations de transfert, donc 5 annulations, j'imagine qu'il y a un certain nombre qui n'ont pas conduit à d'annulations, mais les 5 annulations, 2 concernaient le territoire des Hauts-de-France. Par ailleurs, et enfin, les juridictions administratives ont été également saisies. Un certain nombre de procès sont actuellement en cours devant les juridictions de premier degré, c'est-à-dire le tribunal administratif. Nous n'avons malheureusement pas l'accès à ces informations de manière publique pour le moment. Toujours est-il qu'on peut tout de même relever 2 décisions de la Cour administrative d'appel, dont une qui concerne un transfert et que je vous exposerai dans le cadre de cette intervention. Alors, d'entrée de jeu, il convient de dire que le bilan que l'on peut dresser est en demi-teinte. Parce que, dans un premier temps, et j'essaierai de vous le montrer, que cette réforme a conduit à augmenter, accélérer en tout cas la baisse du nombre de pharmacies. Et d'autre part, le souci d'optimisation qui était visé, pour moi, me paraît somme toute assez contrasté. Alors, tout d'abord, premier axe, la baisse du nombre de pharmacies favorisées. Premier élément qui permet de venir étayer cette assertion, c'est simplement le fait que la création est devenue presque impossible. Si on reprend les conditions qui sont proposées par le Code de la santé publique, on peut les présenter de cette manière-là. Il y a 4 conditions qui doivent être réunies. Tout d'abord, évidemment, je vous l'ai déjà évoqué, il faut qu'il y ait un nombre d'habitants au moins égal à 2500 habitants. D'accord ? Mais en plus, l'article L 5125-3 du Code de la santé publique rajoute 3 conditions supplémentaires. Tout d'abord, en matière de création, il faut que le seuil de population soit stable, c'est-à-dire que la condition des 2500 habitants doit être réunie depuis au moins 2 ans. Soit en passant, cette condition ne s'impose pas aux créations par voie de transfert. C'est-à-dire qu'une officine qui se transfère dans une commune qui n'en a pas et qui peut en compter une, cette condition de 2 ans n'existe pas. Elle n'existe que lorsqu'on veut créer à partir de rien, ex nihilo. Et donc forcément, ce qui donne une sorte de priorité temporelle, en tout cas, aux opérations de transfert par rapport aux créations. Après, l'article de L 5125-3 est très clair. Les regroupements et les transferts sont prioritaires sur les créations pures. À supposer que ces 2 ans soient écoulés et qu'on puisse créer, si dans les dossiers soumis à l'ARS, il y a une proposition de transférer une pharmacie, c'est celle-ci qui sera privilégiée. Enfin, et la manière dont est écrit l'article peut prêter parfois à certaines discussions. Toujours est-il, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France a été interrogée à ce sujet et leur position est très claire. La condition numéro 4, condition supplémentaire, à savoir que les créations ne sont possibles que dans certaines zones, à savoir les zones franches urbaines,
les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones de revitalisation rurale. Ce qui signifie que finalement, créer une nouvelle officine ex nihilo est désormais, pour moi, du domaine de la rareté. Par ailleurs, autre argument qui vient militer en faveur de la baisse accélérée du nombre de pharmacies, c'est la priorité donnée aux gros groupements. Hein. Là, effectivement, l'ordonnance 2018 est venue réaffirmer et entériner le fait que le regroupement est autorisé, mais en plus que ce regroupement va procurer un avantage aux officines qui ont pratiqué cette opération. L'avantage réside dans le fait qu'on va geler les licences, le nombre de licences, lorsqu'on appréciera le nombre d'habitants. Autrement dit, prenons un exemple très simple, une commune qui connaît 3 pharmacies, les 3 pharmacies se regroupent, on va considérer que pendant 12 ans, malgré le fait qu'il n'y ait plus qu'une seule pharmacie dans la commune réellement, pendant 12 ans, on considérera qu'il y a 3 pharmacies. De telle façon à ce qu'on empêche toute nouvelle implantation d'une nouvelle pharmacie et favoriser du coup les acteurs à ces regroupements. Alors, ça peut être effectivement très attractif. Toujours est-il qu'il faut faire très attention à l'application de cette disposition, puisque le gel de licence ne vaut que pour la commune. Et il peut y avoir une mauvaise interprétation de la part des acteurs sur le terrain qui pourraient penser que dans une commune où on peut décomposer cette commune en raison de sa taille en différents quartiers, on pourrait appliquer ce gel des licences sur le quartier d'implantation. Et en fait, la décision rendue par l'Agence régionale de santé récemment, notamment pour une opération concernant un transfert dans la commune de Saint-Quentin, vient en fait déclarer que cet article ne s'applique pas dans les quartiers. En effet, il s'agissait tout simplement de 2 officines qui se regroupaient dans un quartier et qui avaient du coup pu mailler différemment le quartier. Et une pharmacie qui était située dans la commune vient s'implanter dans ce quartier-là. Donc, les 2 officines concernées qui s'étaient regroupées ont fait valoir le fait que ce regroupement leur garantissait une certaine forme de protection contre tout nouvel arrivant. L'Agence régionale de santé a décidé le contraire en considérant que le transfert dans ce nouveau quartier était autorisé et que le gel de licence n'appliquait qu'au plan communal. Ce qui, du coup, rend les opérations de regroupement un peu moins attractives, puisque finalement, l'intérêt ne va concerner que des petites communes qui concernent des pharmacies qui ne comportent qu'un certain nombre limité de pharmacies et qui peut-être potentiellement venir aggraver des situations, puisque dans ces petites communes-là, en général, c'est des communes qui sont situées dans les zones rurales. Donc, est-ce que diminuer l'offre de communes contribue à préserver l'accès aux médicaments? C'est une question que l'on peut se poser. Enfin, dernier point, et non des moindres, l'ordonnance de 2018 est venue également entériner la liberté donnée aux acteurs de pouvoir céder la clientèle, autrement dit, de pouvoir vendre sa pharmacie à un autre pharmacien pour que celui-ci éteigne la licence. On parle de cession de clientèle, de rachat de licence pour diminuer l'offre. Donc, cette opération est possible. Néanmoins, l'article L5125-5-1 du Code de la santé publique prévoit que cette opération doit faire l'objet d'un avis préalable du directeur général de l'Agence régionale de santé. Alors, il s'agit simplement d'un avis et non d'une autorisation. Alors, se pose déjà une question, c'est de savoir la portée de cet avis. Si l'avis est négatif, est-ce que cela vaut refus de cette opération? Non, on ne pourra jamais refuser cette opération qui reste de la liberté contractuelle et entrepreneuriale. Et est-ce que du coup, si l'avis est négatif, on pourra supputer qu'un transfert sera autorisé dans cette nouvelle commune? A priori, si les conditions de population sont réunies, oui, mais on ne pourra pas faire d'entorse à ces conditions de population sous prétexte que l'Agence régionale de santé
s'y soient opposées. Et d'ailleurs, sur quels critères s'opposerait-elle à cette cession de clientèle? Pour le moment, il n'y a pas d'éléments objectifs qui permettent de justifier une telle opposition. Alors, en pratique, la question qu'on peut se poser, c'est l'extinction de ces licences, la baisse du nombre de pharmacies, a-t-elle un impact sur l'accès aux soins? Puisqu'on restreint l'offre, est-ce que cette restriction est toujours dans des zones qui sont surdotées, où le besoin en santé, en accès aux médicaments est satisfaisant? On peut en douter. Je ne l'expose pas ici, mais lors d'une précédente conférence dans le cadre du congrès de l'Association latine d'analyse des systèmes de santé, le CALAS, en 2021, j'ai pu exposer conjointement avec deux économistes de la santé sur une étude réalisée en matière de disparition de pharmacies d'officine sur les Hauts-de-France, où on a pu voir qu'il y avait une vingtaine de pharmacies qui avaient disparu dans des territoires où le nombre d'habitants avait augmenté, ce qui peut effectivement apparaître contradictoire. Donc, voilà le premier axe, et j'espère vous avoir convaincu qu'effectivement, on a des conditions très favorables en matière de disparition de pharmacie. Donc, on est plus dans la disparition que dans la restructuration. C'est-à-dire que la restructuration, on parle de relocalisation des moyens. Là, on parle plutôt de disparition. Deuxième axe, sur l'optimisation. Justement, l'optimisation, relocaliser les moyens, réoptimiser, c'est-à-dire réadapter l'offre à la demande. Est-on parvenu à cet objectif? Donc déjà, le premier axe sur lequel je voudrais apporter, on va dire, une limite à cette optimisation, c'est déjà finalement la résistance faite par les agences régionales de santé, les juridictions, sur l'interprétation des critères, et pour moi, qui me paraît relativement stricte par rapport à l'esprit du texte. Deux exemples viennent étayer cet argument. Tout d'abord, premier exemple, en matière d'étude de la compromission. Alors, la notion de compromission a été introduite par l'ordonnance de 2018, mais elle était déjà présente dans la jurisprudence au travers de l'expression abandon de population. Il s'agit tout simplement de s'interroger dans une opération de transfert d'un point A à un point B, tout d'abord la population d'origine. C'est-à-dire que la pharmacie qui disparaît de ce territoire abandonne-t-elle une population? Donc, compromet-elle l'accès aux médicaments, l'approvisionnement en médicaments? Et c'est cette notion de compromission qui est prévue par l'article 5125-3 du Code de la santé publique. Alors, cet article nous dit que l'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe, accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé, et qui répond aux conditions prévues par décret et disposant d'emplacements de stationnement. Donc, on voit bien qu'on étudie la compromission au regard de l'offre pharmaceutique existante dans le quartier, dans la commune. Alors, la question, c'est de savoir à quelle échelle géographique va-t-on s'intéresser. S'il y a des quartiers qui peuvent décomposer la commune parce qu'elle a une taille relativement importante, on va d'abord s'intéresser à la notion de quartier. S'il n'y a pas de quartier, dans ce cas-là, on sera au niveau de la commune. Se pose la question de la commune limitrophe, parce que là, pour le moment, je n'ai pas vu de jurisprudence qui s'intéressait à cette notion-là. C'est-à-dire qu'on pourrait supposer qu'on peut faire transférer une pharmacie d'une commune à une autre parce qu'il existe une officine dans la commune d'à côté. Pourquoi pas, mais en tout cas qui vient en contradiction avec les règles d'implantation qui s'intéressent uniquement à la commune, parce qu'on ne peut pas, je vous rappelle, à la suppression de la voie dérogatoire, ne peut pas prendre en compte les autres communes. En tout cas, autre élément d'information, c'est effectivement l'accessibilité. La notion d'accessibilité peut être évaluée par la voie piétonnière, parce que la pharmacie reste une offre de proximité, donc on peut supposer qu'on doit y accéder, qu'on peut y accéder par voie piétonnière, en tout cas que les conditions d'accès par voie piétonnière soient satisfaites, mais également, parce qu'on utilise quand même la conjonction de coordination ou par un mode de transport motorisé
ou disposant d'emplacements de stationnement. Donc, c'est du alternatif ou du cumulatif, c'est la question qui peut se poser. En tout cas, nous avons une jurisprudence qui concerne la pharmacie de Barjouville, qui n'est pas dans les Hauts-de-France, et qui, du coup, a voulu transférer du centre-ville de la commune de Barjouville vers un centre commercial situé à l'ouest. Vous voyez, hein, c'était la seule pharmacie présente dans cette commune. Et l'Agence régionale de santé a autorisé ce transfert le 30 novembre 2018, après une troisième demande, parce que cette demande a été réitérée après l'ordonnance de 2018. Et donc, sous l'empire des nouveaux textes, l'ARS a décidé d'autoriser là où elle avait refusé initialement, par 2 reprises, la demande initiale du pharmacien. L'ARS a également rejeté le recours formé par des pharmaciens qui s'opposaient à ce transfert. Et donc, ces pharmaciens ont du coup porté l'affaire devant le tribunal administratif qui a annulé l'arrêté autorisant l'opération de transfert par une décision du 4 juillet 2019. Bien entendu, le pharmacien concerné, qui avait été d'abord un temps autorisé et qui voit cette autorisation retirée, a interjeté appel, et la Cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 2 octobre 2020, a rejeté cet appel et donc, de fait, a appuyé le retrait de l'autorisation et annulé, du coup, le retrait de l'autorisation. Alors, pour quelles raisons a-t-on refusé ce transfert? Un des arguments retenus par le tribunal administratif et repris par la Cour administrative d'appel et retenu par l'Agence régionale de santé, en tout cas dans les propos, les considérants de l'Agence régionale de santé, c'est que le plus court de ces trajets entre la pharmacie initialement implantée et la nouvelle implantation nécessite un minimum de 40 minutes aller-retour, 20 minutes aller, 20 minutes retour, à pied, bien entendu. Et il ressort également des pièces du dossier que ce cheminement s'effectue en grande partie dans une zone isolée, dépourvue de construction. Alors, on peut se poser la question, c'est-à-dire qu'ils ont retenu, par le fait que la voie piétonnière, le temps de trajet piéton, qui plus est en passant par des champs, était un critère qui était suffisant pour considérer qu'il y avait abandon de population. Il n'est pas fait mention de transport motorisé, alors qu'il y avait des moyens de transport collectifs à disposition des habitants, et qui plus est, des places de stationnement, hein, parce qu'évidemment, quoi de mieux qu'un centre commercial, surtout situé en périphérie urbaine, pour avoir des places de stationnement à disposition. Donc, on a totalement occulté les autres critères pour venir renforcer un seul critère qui est la voie piétonnière, et en y mettant un élément supplémentaire, c'est l'accessibilité, doit être évaluée en fonction d'un temps piétonnier. Et nous verrons que cette notion de temps va se transformer aussi en notion de distance pour refuser certaines opérations de transfert en disant que l'accessibilité, c'est aussi non seulement le fait de pouvoir y aller, mais aussi de pouvoir y aller de manière rapide, ou en tout cas une distance qui est relativement raisonnable. Chose qui n'est pas prévue par les textes et qui relève d'une interprétation qui peut être considérée comme exorbitante du droit et stricte, finalement. Alors, à titre de comparaison, et pour entraîner une forme de polémique, parce que finalement, on peut penser que ce genre de critère est apprécié de la même manière selon les décisions. Vous voyez ici une décision rendue le 21 juillet 2020 par l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, certes antérieure à la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes, mais postérieure à la décision de refus du tribunal administratif d'Orléans, où là, on trouve finalement une situation à peu près similaire, où on a une pharmacie, la seule de la commune de Verquin, dans le Pas-de-Calais, qui se déplace dans un intermarché en périphérie de la commune.
Alors, je me suis amusé à regarder le temps piéton. Il y a 19 minutes aller et donc 19 minutes retour. Vous voyez sur votre droite le transfert du point A au point B. Cela ressemble étrangement à notre situation, puisqu'en plus, entre le centre-ville et Intermarché, il y a quand même des champs. Donc, on pourrait se poser la question de, finalement, l'Agence régionale de santé a autorisé ce transfert. Pas de recours, en tout cas connu à cette heure. Peut-être un recours administratif a-t-il été formé et qu'il y aurait, dans ce cas-là, la possibilité, si le tribunal administratif se cale sur les décisions rendues par le tribunal administratif d'Orléans et la cour administrative d'appel de Nantes, matière à un refus. Toujours est-il, en tout cas, que ce refus n'a pas été réalisé, enfin, en tout cas pas entériné pour le moment, à l'heure où j'expose ces faits. Mais n'empêche, l'Agence régionale de santé a décidé, alors que le tribunal administratif d'Orléans avait déjà rendu la décision. Et on peut supposer que les autorités administratives sont quand même soucieuses de pouvoir rendre des décisions conformes à celles rendues par des juridictions, parce que ces juridictions sont amenées à venir parfois censurer, comme on a pu le voir, les décisions de l'ARS. Donc, apparente contradiction entre deux décisions. Alors, autre exemple de cette interprétation stricte, c'est sur également l'étude de l'optimisation. En effet, donc, lorsque on transfère d'un point A à un point B, on s'intéresse aussi au point B, c'est-à-dire à la zone d'arrivée, et on ne s'implante pas où l'on veut. Il est nécessaire de pouvoir apporter une optimisation du maillage. Et cette optimisation est étudiée notamment par certains critères. Et ces critères nous sont donnés au travers de conditions prévues par l'article L5125-3-2 du Code de la santé publique. Ces conditions tiennent déjà à s'assurer d'un accès à cette officine. Donc, l'accès à la nouvelle officine est aisé, facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers. Donc, on retrouve les aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun. Par ailleurs, effectivement, il faut aussi respecter les conditions d'accès aux personnes à mobilité réduite. Et enfin, la troisième condition s'intéresse à la population desservie, c'est-à-dire que si on transfère d'un point A à un point B, il faudra savoir si le point B, finalement, il y a un intérêt à s'y implanter. Alors, comment l'examine-t-on? Tout d'abord, soit parce que la nouvelle officine a provisé la même population résidente, autrement dit, dans la même commune ou dans le même quartier, donc finalement, il n'y a pas de souci. Et finalement, si on reprend nos cas précédents, Barjouville ou la commune de Verquin, il n'y avait pas de quartier, donc c'est dans la même commune, donc on pouvait dire qu'elle approvisionné la même population résidente. C'est d'ailleurs pour cela d'ailleurs que la Cour administrative d'appel, le tribunal administratif d'Orléans, sont allés plutôt sur la notion de compromission parce qu'ils ne pouvaient pas, de fait, aller sur la notion d'optimisation puisque finalement, on a approvisionné la même population résidente. Donc, nouvelle population qui approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie, donc il y a un réel besoin, ou alors une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire. Autrement dit, le pharmacien qui estime que dans ce quartier-là, il y aura un potentiel qui arrive, une population qui va se développer, on lui autorise à venir se transférer, même si les habitations ne sont pas encore construites. Alors, c'est un risque que prend le pharmacien et un risque positif, puisque finalement, les constructions vont s'opérer, sauf à estimer que les habitations ne vont pas être dotées, mais en général, ça ne se fait pas, ça ne se voit pas en pratique. Elles sont entièrement dotées, et donc on autorise le pharmacien à pouvoir anticiper l'évolution de ses besoins. Nous verrons dans un autre cas que parfois cette disposition peut être prise de manière contradictoire. Donc, on s'intéresse à l'optimisation par le prisme de ces éléments-là. Alors, prenons un exemple, la pharmacie cambrésienne qui a voulu se déplacer de centre-ville de Cambrai vers le sud de la commune, dans une zone commerciale. Donc, il faut savoir que dans le centre-ville de la commune de Cambrai, il y a à peu près une pharmacie pour 1200 habitants, donc une densité très très forte, là où la densité commune est une pharmacie en moyenne pour 3500 habitants. Donc, elle a voulu se déplacer et
aérer le maillage territorial pour se déplacer en périphérie. Sachant qu'effectivement, ce que je vous ai dessiné en bleu, c'est le quartier qui a été délimité par l'Agence régionale de santé. Alors, on va passer sur la notion de délimitation. Pourquoi prendre des axes routiers plutôt que d'autres, etc. Et il y a tout un contentieux, bien entendu, qui se dresse sur ces délimitations de quartier. Toujours est-il que ce quartier, vous voyez, est doté d'une pharmacie qui est située tout en haut. La pharmacie Plâtret, c'est tout simple, pas de Plâtret, c'est ça, située tout en haut, donc qui jouxte le quartier, et le quartier descend quand même jusque tout en bas, sachant que des habitations sont situées au cœur de ce quartier et également en périphérie de ce quartier. Notons qu'au sud et à l'ouest, c'est limite communale. C'est une autre commune. Donc, effectivement, on ne prend pas en compte les autres communes limitrophes dans l'intérêt, en tout cas, dans l'étude de l'optimisation. Donc, l'ARS des Hauts-de-France a refusé ce transfert au motif notamment que le quartier d'accueil est caractérisé par une faible population résidente. En effet, il n'y a que 2400 habitants. Pourquoi 2400 est une faible population? C'est encore un critère quantitatif. À partir de quel niveau on considère que le nombre d'habitants est important dans une commune, dans un quartier? Voilà encore une innovation intéressante. Et ce quartier ne compte qu'une officine de pharmacie. Alors là aussi, ça peut être discutable, puisque finalement, la pharmacie concernée est une pharmacie qui est située en périphérie du quartier, à la limite de 2 quartiers, hein, parce qu'on pourrait dessiner, voire même de 3 quartiers. Donc, on n'est pas en plein cœur du quartier, donc on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on n'a pas une desserte partielle de cette pharmacie, auquel cas, on n'aura pas une pharmacie pour 2400 habitants, mais une demi-pharmacie peut-être pour 2400 habitants. C'est une question que je pose. Par ailleurs, il rajoute encore un élément, le quartier est essentiellement commercial. Voilà une condition intéressante, c'est-à-dire que finalement, lorsque le quartier est essentiellement commercial, cela signifie que, à contrario, on ne pourrait pas s'y implanter. Ce qui pose quand même question. Et enfin, dernier élément, et on retrouve ce critère de distance, les premières habitations se trouvent à environ 1200 mètres du lieu d'implantation demandé. Après vérification de ma part, on était à 700 mètres. On n'est pas à 500 mètres près. En tout cas, effectivement, les habitations par rapport au centre commercial, les premières habitations étaient situées, non pas à quelques enclavulures. On n'était pas à 20 minutes à pied, hein, bien moins, on était à 10 minutes à pied, mais en tout cas, là, on a saisi le nombre de mètres. Bon. Voilà pour ces critères. Sur ces critères-là, sur la base de ces critères-là, on a refusé ce transfert. Moralité, le transfert ne s'est pas fait et donc cette officine a disparu. Ou peut-être qu'on peut y voir, dans ces conditions restrictives, une manière de désinciter des pharmacies de taille modeste à vouloir transférer plutôt à faire disparaître les pharmacies. C'est une question qu'on peut se poser. Alors, autre exemple, à titre de comparaison, toujours dans une décision rendue par l'ARS des Hauts-de-France, la commune de Friville-Escarbotin, située dans la Somme, la pharmacie du Vimeux, vous voyez 2 pharmacies qui sont situées très proches dans une commune, et cette pharmacie a décidé de transférer au sud de la commune, un centre commercial, une nouvelle fois, refus de l'ARS. Et néanmoins, vous voyez que dans le schéma de gauche, la captation, on va dire, de la carte de la commune, l'Intermarché est situé quand même très très proche d'habitations, pas dans 1200 mètres. Toujours est-il que ça a été refusé. Alors bon voilà, donc, vous voyez qu'effectivement il peut y avoir parfois aussi, sans pour autant mettre un nombre de mètres cette fois-ci. Donc le nombre de mètres est indiqué lorsque parfois ça arrange peut-être la décision. On peut se poser la question en tout cas de l'hétérogénéité des considérants. Alors, j'ai quelques pistes de réflexion suite à ces exposés de différents cas. Quel est le poids déjà entre les différents modes d'accès? La voie piétonnière doit-elle nécessairement être la voie privilégiée? Quid des stationnements? Quid des transports en commun? Parce que les modes de consommation évoluent. On peut supposer que mettre une offre de santé dans une périphérie urbaine, là où les personnes se déplacent pour pouvoir faire autre chose que de chercher des médicaments, ça peut être tout à fait intéressant ou correspondre à des habitudes de consommation. Et le refuser à une officine sous prétexte qu'un nombre d'habitants qui n'est pas suffisamment proche, c'est une question qui est quand même
une appréciation qui me paraît stricte et qui peut peut-être parfois venir être disproportionnée au regard de la liberté d'entreprendre. Donc, c'est une question que je pose en termes juridiques, en tout cas. Par ailleurs, cette notion de distance minimale d'accès, je me dis finalement, c'est un aléa parce que à partir de quel seuil, quel est le nombre de mètres, le nombre de distance, des fois on prend des minutes, des fois on prend des mètres, et le critère quantitatif impose forcément derrière une certaine subjectivité, un certain aléa, et parfois aussi contradictoire, parce que en effet, lorsqu'on délimite un quartier, ce quartier est délimité grâce à la présence d'une population résidente. Donc, a priori, quand on délimite un quartier, il devrait y avoir une population résidente, et donc empêcher une officine de s'implanter dans un endroit de ce quartier-là, c'est revenir sur la notion de quartier même, la délimitation de quartier même. Dans ce cas-là, on délimite autrement le quartier. Donc, en l'occurrence, pour la pharmacie cambrésienne, on l'a refusé de se mettre à un endroit du quartier, alors que le quartier est délimité grâce à le nombre d'habitants, ce qui paraît totalement contradictoire. Enfin, autre élément, la distinction entre compromission et optimisation. En effet, là, dans un cas, on s'intéresse à l'abandon de population, donc il y a quand même une diminution de l'offre pharmaceutique. Dans notre cas, on s'intéresse à est-ce qu'on s'implante au bon endroit, est-ce qu'on optimise réellement, est-ce que c'est la même problématique de santé publique, c'est-à-dire dans un cas, on fait disparaître une offre qui est quand même au niveau de la santé publique plus impactante pour l'accès aux médicaments, alors que l'autre, on s'intéresse finalement à est-ce que cet accès est optimisé, est-ce qu'on arrive vraiment à faciliter cet accès. Donc, c'est deux approches différentes qui peut-être appellent certainement, enfin à mon sens, une approche, une atteinte à la liberté d'entreprendre qui doit être différente, hein, parce qu'en face, les conséquences sont quand même un petit peu différentes. Donc la question que je me pose, c'est finalement, optimiser, est-ce mieux répartir ou éteindre une offre? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, toujours pour appuyer cette optimisation contrastée, autre point qui me semble important à envisager, c'est la notion de quartier. En effet, cette notion a été affirmée dans l'ordonnance de 2018 et également quelque peu définie. Alors, on va partir d'un cas pratique qui est suivant. Donc, la pharmacie Equad Priva, donc on est dans un autre département dans le sud-est de la France, qui avait voulu se déplacer du centre de la commune vers, là encore, une zone plutôt orientation commerciale. Et cette pharmacie avait eu l'autorisation d'abord de l'ARS de Rhône-Alpes dès 7 décembre 2018. Un recours avait été formé par le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et qui avait donné lieu à un retrait de l'autorisation par le ministère. Donc voilà une autre forme d'intervention du ministère, donc annulation de l'arrêté de l'ARS des Rhône-Alpes par une décision du 16 janvier 2019. Alors, les arguments du ministère étaient les suivants: l'absence d'une population résidente, l'existence d'une pharmacie proche de la zone, et en fait, ils avaient défini le quartier par une zone iris, et ils ont réaffirmé, et ça c'est une jurisprudence constante, une zone iris, hein, qui est une zone administrative, ne constitue pas un quartier. La notion de quartier et la zone iris sont totalement différentes. Une nouvelle demande a été faite par la commune parce que la demande a été redéposée après l'application effective des nouveaux textes, c'est-à-dire en juillet 2018, après le 30 juillet 2018. Et donc là, l'ARS a de nouvelles fois autorisé. Et pour le moment, alors, a-t-il un recours? Je n'en ai pas connaissance. En tout cas, voilà pourquoi a-t-elle autorisé. Parce qu'on a défini le quartier. Le quartier a été défini grâce, d'une part, aux limites communales situées à droite, donc c'est-à-dire à l'est de la commune, au sud de la commune, et également au nord par une limite qui est naturelle, à savoir une rivière, tout simplement. Et donc, autorisation parce que dans un quartier dépourvu, mais vous voyez que là, ça a été autorisé, et vous voyez bien le point d'implantation, ça a été autorisé dans une zone essentiellement commerciale, puisque tous les bâtiments qui sont situés en rose foncé sont des bâtiments commerciaux, donc très éloignés des zones d'habitation. Et là, l'ARS des Rhône-Alpes n'a pas jugé utile, contrairement
à l'ARS des Hauts-de-France a considéré que le quartier était essentiellement commercial ou qu'il y avait un nombre de mètres trop important entre les premières habitations et l'implantation de la pharmacie. Donc, ouais, selon les agences régionales de santé, on peut avoir des implantations différentes. Toujours concernant la notion de quartier, on peut aussi avoir une approche très vaste de la notion de quartier et chose qui a été réalisée par le ministère, notamment concernant une pharmacie, une demande de transfert dans la commune de Wattrelos, dans le Nord. Vous voyez, dans l'implantation de la commune, il y avait 2 pharmacies situées en vert sur le côté nord-ouest de la commune, et une pharmacie en bas, là, située en orange, qui a voulu transférer un peu plus haut et se rapprocher des autres, en fait, dans une zone où il y avait moins d'habitations. Donc, d'abord, l'ARS des Hauts-de-France a refusé, par un arrêté du 22 février 2019, cette demande de transfert, au motif qu'elle avait défini le quartier de cette manière-là, qu'il y avait 2 pharmacies dans le quartier en vert, et qu'il y avait une pharmacie qui est située dans un autre quartier, et elle avait délimité le quartier de telle manière où elle changeait de quartier, et donc on refusait, parce qu'il y avait un abandon de population. Le ministère est venu réformer cette décision, annuler cet arrêté, en redessinant le quartier. Vous voyez que le quartier s'est considérablement accru en taille, et à partir du moment où on est dans le même quartier, on considère qu'on approvisionne une même population, et donc il n'y a pas d'abandon de population. Voilà la décision du ministère. Alors, voilà, donc comme quoi, finalement, en augmentant la taille du quartier, on peut effectivement favoriser des transferts par rapport à des quartiers qui sont interprétés de manière plus restrictive. Autre exemple, toujours lillois, cette fois-ci, toujours dans le Nord, où là aussi, un effet un petit peu pernicieux de la notion de quartier. Le quartier a été défini de telle manière, donc en bleu ciel, c'est la délimitation de l'agence régionale de santé, et également en côté un peu jaune clair, orangé. Mais là, effectivement, il y a eu une erreur, c'était sur une autre commune, donc finalement, ça a été retoqué, bon, ça, c'est pas très, très grave, c'est non significatif. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le côté bleu ciel foncé, c'est l'ajout qui a été opéré par le ministère dans la définition du quartier. Donc, ce qui a permis de passer de 10 161 habitants à 14 057 habitants, plus la prise en compte de 9 920 habitants qui émanaient de permis de construire qui avaient été autorisés par la ville de Lille, ce qui arrivait à un total de 16 077 habitants. Et grâce à ça, parce qu'on a augmenté artificiellement le nombre d'habitants, ils ont considéré qu'on pouvait venir transférer une pharmacie dans ce nouveau quartier. Donc, en effet, cette pharmacie de quartier connaissait, selon le ministère, 4 pharmacies. 4 pharmacies, ce sont les points verts qui sont situés dans la commune. Vous voyez que c'est relativement discutable puisque nous avons 2 points verts qui n'ont pas été pris en compte, ceux qui sont situés le plus au sud, parce que l'un des points verts est situé en face dans un trottoir qui est dans une autre commune. Donc là, effectivement, on peut se dire que la pharmacie n'est pas prise en compte alors que finalement, elle a amené à desservir le quartier qui est situé en face. Et l'autre point de vert tout au sud aussi, qui est situé quasiment proche, alors pas à la limite comme l'autre, mais à quelques dizaines de mètres du quartier, et n'ont pas été prises en compte. Donc, 4 pharmacies, ils ont appliqué les critères classiques au quartier, alors que normalement, c'est à la commune qu'il appartient d'appliquer ces critères-là, à savoir du nombre d'habitants. 2500, la première pharmacie, puis tranche de 4500, 16 000 habitants en tout, 4 pharmacies. On dépasse les 16 000 habitants, on a 16 077 habitants. Dans ce cas-là, on peut autoriser une 5e pharmacie. Ce qui est quand même relativement discutable, puisque déjà, il faudrait qu'il y ait 4 500 habitants pour qu'il y ait une pharmacie, pas 77 habitants supplémentaires. En plus, on compte 4 pharmacies alors qu'on pourrait en compter au moins 5, voire 6. En plus, on compte des permis de construire, sachant que ces permis de construire ont été autorisés parce qu'ils viennent détruire des habitations. Et donc, du coup, il n'y a pas un flux net de population de plus 1900 habitants, il y a un remplacement de population grâce à des permis de construire, ce qui rend totalement discutable cette décision. Par ailleurs, et enfin, cette implantation, et je dirais la cerise sur le gâteau, c'est, vous voyez le point orange, c'est la nouvelle implantation de la pharmacie. Elle s'est installée dans une galerie commerciale à 300 mètres d'une pharmacie existante. Et là, se pose la question de savoir l'intérêt de l'implantation. Et l'Agence régionale de santé
avait refusé, mais le ministère de la Santé n'a pas jugé utile de s'intéresser à l'optimisation. Avait-elle intérêt à s'implanter à moins de 300 mètres d'une pharmacie existante? C'est une question qu'on peut soulever. Donc, vous voyez qu'effectivement, cette question, par contre, étant lillois, je le sais, est actuellement devant le tribunal administratif qui rendra certainement une décision d'ici quelques mois. Alors, enfin, et pour terminer mon propos, certaines pistes n'ont pas été explorées pour le moment et j'espère qu'elles pourront l'être. C'est notamment cette notion de territoire sous-doté. En effet, l'ordonnance de 2018 a introduit une notion par l'article AL 5125-6 du Code de la santé publique. L'Agence régionale de santé, le directeur général de l'Agence régionale de santé, fixe par arrêté les territoires au sein desquels l'accès aux médicaments pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante. C'est-à-dire que finalement, il y a des territoires qui pourraient être considérés comme sous-dotés. Alors, comment le fixe-t-on? Un décret détermine les conditions dans lesquelles ces territoires sont définis. En raison des caractéristiques démographiques, sanitaires, sociales, de l'offre pharmaceutique, de son évolution prévisible et, le cas échéant, des particularités géographiques de la zone. Malheureusement, ce décret n'est toujours pas paru. Et donc, l'application de ce texte n'est pour le moment pas effective. Mais on pourrait se demander sur quelle base de quels critères. Et donc là, c'est une question qui m'anime, moi, en termes de recherche. Et à quel moment considère-t-on que la zone est sous-dotée? D'autant qu'en plus, il y a des conséquences assez intéressantes, notamment l'article 5125-6-1 prévoit que dans cette liste de communes sous-dotées, il y aura aussi une liste de communes contiguës dépourvues d'officines, dont une recense au moins 2000 habitants, afin de totaliser un nombre suffisant conforme au seuil, c'est-à-dire pour le moment 2500 habitants minimum, pour pouvoir autoriser une création, alors par voie de transfert ou création pure, c'est la question qu'on peut se poser. Ce n'est pas vraiment indiqué. En tout cas, une création par voie de transfert, ça c'est certain, dans une commune qui a moins de 2500 habitants, mais qui a 2000 quand même. Alors pourquoi 2000? C'est une question que je pose, puisque pourquoi pas 1500? Pourquoi finalement pourrait-on considérer que deux communes, une qui a 1500 et l'autre à côté qui en a 1000, on ne pourrait pas autoriser une implantation dans une commune, une des deux communes, puisque finalement, il n'y a pas 2000 habitants. Donc, ne pourrait-on pas prendre un nombre de communes contiguës dépourvues ensemble d'officines et qui comptent ensemble plus de 2100 habitants et qui sont limitrophes? Pourquoi y rajouter un seuil de 2000 habitants? C'est une question effectivement qui me paraît intéressante à explorer, en tout cas qui limite très très fortement les possibilités de pouvoir le faire. Autre source d'optimisation potentielle qui est encore inexploitée, c'est la possibilité prévue par l'article 5125-6-2, par dérogation donc, aux dispositions d'implantation, d'optimisation que je vous ai exposées plus tôt, dans la liste des territoires sous-dotés que j'ai mentionné tout à l'heure, la réponse optimale aux besoins de médicaments est appréciée uniquement au niveau des critères 1 et 2, c'est-à-dire l'accessibilité. Et le directeur de l'ARS peut autoriser l'ouverture par voie de transfert ou de regroupement, donc pas de création pure visiblement, notamment auprès d'un centre commercial, d'une maison de santé ou d'un centre de santé. Alors c'est assez curieux de voir la notion de centre commercial au même plan que maison de santé et centre de santé. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à contrario, on ne peut pas ouvrir dans ces lieux-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir dans un centre commercial. Ça, l'ARS de l'Île-de-France nous l'a déjà indiqué, visiblement. Par contre, on ne pourrait pas ouvrir dans une maison de santé? C'est une question que je pose, puisque finalement, ils ont l'air de considérer au même niveau. Donc, vous voyez qu'il y a encore des questions qui sont intéressantes à explorer, et pour le moment, qui ne peuvent pas être explorées, puisque, faute de décret d'application, pas de possibilité de mettre en œuvre cette disposition. Donc, en conclusion, déjà, le premier objectif primordial de sécurité juridique me paraît, moi, totalement absent. On voit bien qu'il y a un certain aléa, voire une contradiction parfois de certaines décisions par rapport au texte et l'esprit des textes, par rapport entre autorités, agences régionales de santé, entre ministères, etc. Donc, finalement, il y a quand même un certain aléa qui vient finalement renforcer le risque juridique. Ce risque juridique vient en contradiction avec les problématiques actuelles que connaissent le secteur de la pharmacie d'officine, à savoir d'une part
Il faudrait inciter les transferts pour investir dans les locaux plus adaptés aux nouvelles missions, puisque quand il y a des transferts, c'est souvent pour augmenter sa taille et pour accroître aussi l'accès, améliorer l'accès et la prise en charge dans le cadre des nouvelles missions. Donc, refuser un accès dans un centre commercial au prétexte qu'on est loin d'habitation, mais derrière, permettre à une pharmacie d'avoir vraiment un espace d'accueil suffisant, notamment avec des espaces d'entretien de confidentialité, me paraît quand même contradictoire au regard des problématiques de la profession. Par ailleurs, lorsqu'on autorise, ça a un impact, la pharmacie transfert, et qu'on lui retire ce transfert, déjà, ça a un impact sur le pharmacien, mais ça a un impact sur les usagers, parce que autoriser un transfert de pharmacie dans un quartier et finalement, au bout de quelques années, retirer ce transfert et donc faire disparaître la pharmacie, quid de l'impact pour les usagers? Les usagers, finalement, ne sont pas vraiment au cœur des préoccupations, des décisions. Donc, premier élément. Deuxième élément, en conclusion, il me paraît important que le régulateur ait un rôle central. Je pense que la notion de quartier doit être concertée. Des communes qui connaissent des quartiers, et c'est uniquement les grandes communes, donc il n'y a pas pléthore, on pourrait, en lien avec l'Agence régionale de santé, en lien avec le Conseil de l'ordre, les syndicats, mais également les CPTS, définir dans des communes ce qu'on entend par quartier. Puisque, je ne vous l'ai pas exposé, mais il y a certains éléments qui sont prévus par le texte, notamment le fait qu'il y ait des frontières urbaines, le fait qu'il y ait des frontières naturelles ou des limites communales. C'est des choses qui peuvent se faire aisément. Et on pourrait dresser la liste des quartiers par commune pour éviter ce risque de sécurité juridique et éviter que ce soit les acteurs eux-mêmes qui définissent eux-mêmes la notion de quartier. Enfin, je pense que là aussi, l'Agence régionale de santé est au cœur des problématiques d'ouverture à des zones qui sont sous-dotées. On pourrait peut-être alléger certains seuils d'habitants sur des zones qui sont sous-dotées pour entretenir le maillage et pour pouvoir effectivement avoir un maillage plus proche de la population, plus proche du besoin et se départir de ces effets de seuil quelque peu dans ces zones-là. Mais là aussi, cela nécessite d'avoir des possibilités réglementaires et nous avons vu que pour le moment, le décret ne permet pas de le faire parce qu'il n'existe pas. Et j'ose espérer que ce décret arrivera et permettra de fournir les outils nécessaires pour arriver, tendre vers une optimisation réelle du mariage sur des territoires qui sont sous-dotés. Je vous remercie de votre attention, en tout cas pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Et j'espère que je tiens à votre disposition hein, et j'espère que si jamais vous avez des questions, que le sujet qui me passionne, hein, vous l'aurez compris, vous passionnera tout autant.